Vendredi 22 novembre 2024, le journaliste et écrivain Jérôme Garcin, producteur jusqu'en 2023 de l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter, était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse à l'occasion de la publication de son ouvrage « Des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation » aux éditions Gallimard. La rencontre était présentée par Christian Thorel et animée par l'historien Jacques Cantier et s'inscrivait dans le cadre de la création mondiale au Théâtre du Capitole de l'opéra Voyage d'automne du 22 au 28 novembre. Bonne écoute. Bon, merci d'avoir patienté. Bon, il y a des impondérables. L'avion de Jérôme Garcin avait 2 heures de retard. Voilà, moi, ça m'a permis de mettre à l'épreuve mon diplôme de taxi. Et que je vous donne. Hein. Oui, vous me le donnez. Hein, en plus vous avez respecté la vitesse. Ah bah quand même. Ah oui, et puis il y a des 2 roues partout. Bon, merci donc à tous et à toutes pour votre présence. On va assez vite commencer cette rencontre entre Jacques Cantier, qui sera là aussi demain pour une rencontre sur on va dire le même thème, le même sujet, la même période, et autour de ses travaux, autour de Lire sous l'occupation. Mais évidemment, ce soir, c'est Jérôme Garcin que nous accueillons. Il était très difficile de ne pas saisir l'occasion de la publication des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation, à un moment particulier où nous avons une création tout à fait peu ordinaire, avec un livret peu ordinaire sur une période qui jusqu'à présent n'avait jamais fait l'objet d'un livret d'opéra. Dorian Astor et Christophe Gristi m'ont proposé d'imaginer quelque chose à un moment de la création de cet opéra. Musique de Bruno Mantovani, donc tous les 3 sont parmi nous. Peut-être je vais vous laisser, Christophe, ainsi que Dorian et Bruno Mantovani, dire quelques mots de cette création qui est ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, Christian, merci beaucoup de s'être associé à cette création qui, évidemment, pour nous est importante. Une création mondiale dans un théâtre, dans un opéra, dans une maison lyrique, c'est évidemment un événement exceptionnel. Et puis c'est à la fois, en effet, la création d'une œuvre et puis la création d'une production. Donc vraiment toute la maison est requise. Et c'est un projet, évidemment, que nous portons pendant de longues années, puisque je crois que la première fois que nous avons parlé de ce projet, c'était 2019. Le projet avec l'institution, c'était 2019. Ce sont toujours des projets à long terme. Donc la première est ce soir. En effet, le livret de Dorian Astor, qui est écrivain, qui est philosophe et qui est depuis quelques années aussi, nous avons beaucoup de chance, le dramaturge de l'Opéra national du Capitole, et donc Bruno Mantovani, qui signe son 3e opéra au sein d'une œuvre foisonnante et qui couvre absolument tous les genres. Donc Bruno Mantovani m'a proposé, donc, il y a quelques années, de faire un opéra sur cette période de l'occupation et donc la collaboration de quelques grands écrivains français. C'est évidemment un sujet inattendu pour un opéra et ce sont des noms que nous n'avons pas l'habitude d'entendre pour des personnages d'opéra. Drieux-La Rochelle, Brasillac, Marcel Jouandeau, Ramon Fernandez. Donc ce sont évidemment des grands noms des lettres françaises. Vous imaginez que nous sommes tous les 3 dans un état non pas second mais 3e, voire 4e. Après 5 semaines de répétition, où on a vu petit à petit cette œuvre que personne n'avait jamais entendue, sauf le compositeur dans sa tête, petit à petit se créer, les chanteurs, puis l'orchestre et la mise en scène, les lumières, les costumes, les décors. Donc voilà, tout ça est évidemment une grande attente pour nous. Bonjour à tout le monde. Je ne voulais pas faire un opéra d'actualité, mais l'actualité nous a rattrapés ces derniers temps, puisque le rapport de la soumission au pouvoir est une question qui se pose dans plein de pays du monde, et même de temps en temps en France. En tout cas, quand j'ai lu le livre de Jérôme Garcin, j'avais l'impression d'être à la maison. C'était un sentiment de familiarité, de proximité, comme si finalement le livre faisait presque partie de notre opéra. C'était extrêmement troublant pour moi, puisque évidemment, vous avez écrit ce livre sans penser à l'opéra et vice-versa, et que ce calendrier a bien fait les choses. C'est-à-dire que ce sont 2 objets qui se complètent extrêmement bien, en tout cas pour la partie où vous évoquez Chardonne, même celle où vous évoquez Paul Morand, qui ne faisait d'ailleurs pas partie du voyage, lui. Mais tout ça prouve bien que finalement, cet opéra est hélas devenu vraiment un opéra d'actualité. Et si tout le monde se met à penser à ce sujet-là, c'est peut-être pas un hasard. Et si je peux juste me permettre, parce que je dois être dans mon rôle de directeur de cette maison extraordinaire, venez. Voilà, nous vous attendons. J'espère que vous viendrez nombreux voir cette création qui, moi, me bouleverse vraiment. Je voulais juste ajouter que moi, j'ai eu la chance de voir Akhmatova, qui est un opéra auquel vous avez
participé, Christophe, quand vous étiez à l'Opéra Bastille. Moi, j'ai un souvenir vraiment formidable de ce moment, qui est aussi autour d'un personnage. Dieu sait qu'elle a été soumise à des choses terribles. Merci. Bien, bonsoir à vous. Donc, vous l'avez compris, nous sommes heureux ce soir de pouvoir associer ces deux événements culturels importants pour la ville de Toulouse, la création de cet opéra. Nous sommes également très heureux de recevoir ce soir Jérôme Garcin pour son dernier livre, Des mots et des actes. Et j'espère que ce n'est que le nouveau, j'espère. Le dernier sorti. Les passerelles étaient évidentes entre ces deux œuvres. Un des chapitres du livre de Jérôme Garcin s'appelle Le train de la honte. Donc on retrouve cette évocation de cette délégation d'écrivains français parcourant l'Allemagne en guerre à l'automne 1941, accueillis luxueusement par le Troisième Reich, croisant parfois sur les bords du chemin de fer des prisonniers de guerre français qui, eux, sont dans des conditions, vous en doutez, beaucoup moins favorables et qui s'étonnent un peu de trouver ses compatriotes parmi les hôtes de luxe du Reich. Si vous permettez juste un mot, je voudrais juste reprendre ce que vous avez dit, et vous avez tout à fait raison. Ce qui me frappe, parce que l'idée de tout mêler, elle vient de Christian Thorel, qui est non seulement un grand lecteur, mais aussi un grand spectateur. Et c'est vrai que, d'abord, je trouve ça très, je vais le voir ce soir, mais très courageux et osé de mettre ce voyage d'automne sur une scène d'opéra. Mais contrairement à ce que je peux lire ici ou là, en disant tout ça c'est bien connu. Non, ça n'est pas connu. Ce qui est très frappant, puisque moi j'ai voulu faire, j'ai lu certains de vos entretiens, vous dites très justement que vous allez montrer, pas faire un procès, qu'aucun de nous d'ailleurs n'a de raison de faire, mais en revanche, vous rappelez que ce voyage, ce tristement voyage de la honte de 41 n'est pas davantage connu que quand vous parliez de tous ces écrivains célèbres, Ramon Fernandez, la plupart sont totalement oubliés. Ce que je veux dire, c'est que, et vous avez raison, moi j'ai voulu faire une œuvre beaucoup plus pédagogique. Le petit milieu sait, oui, le tout petit milieu sait. Mais aujourd'hui, en 2024, on ne sait pas ce qu'a été vraiment l'attitude de ces écrivains français pendant l'occupation et ce qu'a été l'objet, les raisons de ce voyage. Donc bravo de le monter sur une scène parce que je pense qu'on n'est jamais... Il faut toujours compter avec l'amnésie. Et malheureusement, ce qui s'est fait pendant ces quelques années en France, et il faut aussi le rappeler, l'expliquer, même si certains de ces écrivains ont pour le coup totalement disparu, parce que qui lit encore aujourd'hui les romans de Brasillac, je me pose la question. Nous sommes d'autant plus contents de vous recevoir, Jérôme Garcin, que je pense que, comme beaucoup de gens qui sont ici dans le public, je faisais partie de ceux qui combattaient la mélancolie du dimanche soir, en écoutant la fileuse de Mendelssohn et les débats du Masque et la Plume. Donc nous sommes heureux aussi de retrouver cette voix qui nous a été familière pendant très longtemps. Et de revenir 35 ans. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de fidèles aussi dans la salle. Dans votre œuvre qui est abondante, il y a plusieurs veines. Il y a, je dirais, une veine cavalière qui tourne autour de l'équitation, du cheval, de Bartabas. Il y a une veine plus intime et familiale où vous évoquez cette trajectoire familiale et les blessures qui ont marqué cette trajectoire. Et puis, il y a une troisième veine critique, historique. Et la période de la Deuxième Guerre mondiale y occupe une place importante. Vous l'avez déjà évoqué à travers des portraits individuels, ceux de Jean Prévost, ceux de Jacques Lucéran. Et aujourd'hui, donc, vous le faites avec un portrait collectif, un portrait de groupe, qui ne se présente pas comme une histoire chronologique de la période, mais comme une galerie de portraits qui se répondent les uns les autres, qui se contredisent, qui se nuancent. Et au départ de cette galerie de portraits, il y a un constat que vous faites et que vous faisiez déjà il y a 30 ans quand vous avez publié Le Jean Prévost. C'est le constat donc de cette fascination hypermnésique pour les écrivains de la collaboration, d'une forme de valorisation de ces écrivains et une injustice mémorielle qui fait oublier certaines figures des écrivains de la Résistance. C'était le cas de Jean Prévost avant votre livre. Alors ce constat que vous faisiez il y a 30 ans, est-ce que vous le faites encore aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué? D'abord, il y a un lien entre tous ces livres très différents. C'est toujours cette manière
qui est peut-être dû à des raisons personnelles et au drame que j'ai connu dans mon tout jeune âge, c'est toujours d'essayer de combattre l'oubli. Je me dis que la seule chance, le privilège qu'on a quand on écrit, c'est précisément d'empêcher, en tout cas ceux qu'on aime, de mourir complètement. Et c'est vrai qu'il y a un lien, pour moi, très obscur, mais très fort, très personnel, entre des livres que j'ai consacrés à mon jumeau renversé sous mes yeux à 6 ans, mon père mort à 45 ans, très, très jeune, et ces jeunes héros dont j'ai fait aussi le portrait, romancé souvent, et dont je ne voulais pas qu'ils disparaissent complètement. Donc ça, c'est le lien entre tous ces livres. Et c'est vrai que pour en revenir à votre question, ce livre, il est né d'un constat, c'est qu'il y a 30 ans exactement, je publiais pour Jean Prévost. Donc on est au début des années 90, je sors de la période, comme tout le monde, des années 80, où j'ai vu apparaître ce bon chic collabo qui a effectivement, à cette époque-là, était très, très, dans le milieu littéraire, très puissant, c'est-à-dire que on rééditait à tout grain les écrivains français collaborationnistes, on publiait des biographies, des hagiographies de Robert Brasillac, ce qui était à l'époque avant inimaginable, où tout d'un coup, ça n'était plus un écrivain collaborationniste, c'était un martyr de l'épuration. C'est-à-dire le vocabulaire transformait, et il y avait un nombre incroyable de livres. Au même moment, évidemment, nous étions gouvernés par un président qui ne jurait que par Jacques Chardon, qui était son dieu jusqu'au bout. François Mitterrand a considéré qu'il était la clé de sol de la littérature française. C'était Jacques Chardon, sans jamais expliquer ce qu'il avait pu par ailleurs ni écrire, ni dire, ni faire. Période où moi qui étais formé à la philosophie par un disciple de Jean Beaufray, lui-même initiateur de Heidegger en France, on découvrait que Jean Beaufray avait une correspondance assidue avec Robert Faurisson, qui était le pape du révisionnisme en France, etc. etc. Et je passe sous silence la fameuse, dans ces mêmes années, interview hallucinante qui faisait la une de l'Express de Darquier Pellepoix, commissaire aux affaires juives, qui, à la une de l'Express, expliquait qu'à Auschwitz, on n'avait gazé que des poux. Or, ça passait. Quand je dis ça passait, ça faisait partie d'un ensemble de choses. Le moindre palimpseste de Rebattet était tout d'un coup réédité chez des très bons éditeurs, etc. Encore une fois, je le dis, je le répète, non seulement il ne faut pas interdire ces auteurs-là, il faut même souvent les rééditer, et il ne faut pas non plus s'interdire de les lire, au contraire. En revanche, et j'en reviens à votre question, l'oubli dans ces années-là, l'oubli total dans lequel on a placé un écrivain comme Jean Prévost, auteur de la NRF d'une 30aine de livres, qui a eu le malheur de mourir pour la France et de se faire tuer par les Allemands au pied du Vercors, où il avait combattu. Jean Prévost, pas un seul titre n'était disponible quand j'ai publié pour Jean Prévost, qui était évidemment un contre beaucoup d'autres. Jacques Lucéran, ce jeune résistant aveugle depuis ses 8 ans, qui à 17 ans crée le premier mouvement de résistance lycéen au lycée Louis-le-Grand, et qui va être déporté à Buchenwald après avoir été dénoncé et arrêté par la Gestapo. Jacques Lucéran, auteur de certains textes admirables dont Il la lumière fut, totalement inconnu. Pour moi, Lucéran, il aurait sa place au Panthéon, aux côtés de Geneviève Antonios de Gaulle, avec qui il siégeait à Défense de la France. Et ce discours de ces années-là, de ces années, pardon de le dire et de le répéter, de ces années Mitterrand, ce discours se doublait, d'un discours critique qui m'a toujours fait, à cette époque-là, en tout cas un peu frémir, c'est-à-dire que, au nom de Céline, dont le génie est non seulement incontestable, mais même irréfutable, au nom de Céline, et au nom de ce bon chic collabo, on considérait de manière absolue que finalement, le style, l'inspiration, le génie littéraire n'était que du côté des écrivains collaboratifs. Au même moment, dans ces mêmes années-là, je ne compte plus, alors là, comme critique littéraire que j'étais, les livres que j'ai reçus pour nous expliquer que Camus était un philosophe pour classe terminale, que Saint-Exupéry était un auteur pour maternelle, que tous ceux qui ont fait le choix contraire à la majorité des écrivains français, parce qu'il faut rappeler quand même que la littérature collaborationniste en France, c'est 80% de ce milieu. Comme le disait Jean Guéhenno, encore un auteur totalement oublié, il faudra un jour qu'on réhabilite, Jean Guéhenno, la littérature française n'est pas la plus belle espèce humaine qui soit. Guéhenno qui était d'ailleurs résistant, de la résistance intellectuelle. Et donc on s'est mis non seulement à ignorer, une fois de plus, à oublier, mais à mépriser
cette frange-là de la littérature et surtout d'auteurs qui, encore une fois, pour certains, avaient pris les armes. Pas tant que ça d'ailleurs, mais puisque finalement, il y a eu 2 écrivains français qui sont morts les armes à la main. Hein. Si on accepte Paul Dizan qui est mort pendant la drôle de guerre, il y a eu Jean Prévost, alias capitaine Goderville, dans le Vercors, à 43 ans, tué par les Allemands. Après avoir soutenu sa thèse sur Stendhal à Lyon, il est monté dans le Vercors pour devenir à la tête de ses hommes le capitaine Goderville. Et puis la veille, donc ça c'était le 1er août 1944, il y a exactement 80 ans, la veille, le 31 juillet, son meilleur ami, celui qu'il avait fait découvrir et publié, son meilleur ami qui était Saint-Exupéry, qui est mort en vol le 31 juillet, vraiment la veille. Alors c'est pas les armes à la main, mais c'était aux commandes de son avion. Pour la petite histoire, donc 31 juillet, Saint-Ex meurt dans le ciel, au-dessus de Marseille. Jean Prévost, Goderville, est tué par les Allemands au pied du Vercors le 1er août, et le lendemain, meurt à Paris, devant chez Lippe, bousillé par l'alcool et j'imagine aussi par la mauvaise conscience. Un écrivain, contrairement à ce qu'on a dit, totalement oublié, qui ne survit que par le nom de son fils. Donc devant chez Lippe, celui qui avait été le témoin de mariage avec Mauriac de Jean Prévost à Osgore, c'est-à-dire Ramon Fernandez. Ramon Fernandez, le père de Dominique, qui faisait partie de ces écrivains, je ne sais pas si on le verra ce soir, dans l'opéra, mais c'est des écrivains venus de la gauche, Ramon Fernandez, glissé vers l'extrême droite, entre au PPF de Doriot, fait les réunions publiques, porte l'uniforme du PPF, hein, mais sans tomber dans l'antisémitisme forcené, délirant de Céline, sans tomber dans la délation totale, permanente, quotidienne de Brasillac, qui a même eu le courage de faire l'éloge de Bergson, le jour de sa mort, pendant l'occupation, évidemment philosophe honni par les nazis, mais qui malgré tout a fait le choix du nazisme. Et d'ailleurs, Dominique Fernandez a fait un livre passionnant en 2 volumes, dont le premier s'appelle Ramon. Et il raconte effectivement le parcours de ce père et la difficulté qu'a eu le fils de porter. Qui ne lève pas tout le mystère, je trouve. Pardon ? Le portrait privé de l'homme dans le Ramon me semble très réussi. Le portrait politique ne lève pas tout à fait le mystère de cette mais dérive. parce que ça reste aussi... c'est difficile de comprendre le parcours de Ramon Fernandez. Mais moi qui ne crois pas au hasard, ces histoires de date, de penser que le lendemain du meurtre de Prévost, son témoin de mariage, Ramon Fernandez, meurt. Parce qu'en plus, il a été enterré à Saint-Germain-des-Prés, Ramon Fernandez, le lendemain. L'église, il n'y avait que des uniformes de la Wehrmacht et des uniformes du PPF. Et un seul écrivain, il faut dire la vérité, qui était un résistant intellectuel, a fait le déplacement jusqu'à l'église de Saint-Germain-des-Prés, a eu le courage de le faire, d'une certaine manière, c'était François Mauriac, résistant intellectuel, qui n'a pas voulu manquer les obsèques de celui qui avait été avant-guerre son ami. Mais je suis trop long, excusez-moi, mais je suis désolé. Non, mais je devrais répondre plus brièvement. Mais maintenant que je suis plus à la radio, j'en profite. Hein. Dans cette galerie de portraits que vous faites, vous êtes aussi présent par vos lectures, par les questions que vous posez. Mais parce que vous commencez par l'épisode de Noirmoutier en 1977. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de commencer par... Parce que, d'abord, contrairement à vous, Jacques, moi, je ne suis pas un historien. Encore une fois, je tiens beaucoup à ça. Mon livre est un livre de lecteur. J'ai voulu raconter cette période à travers mes lectures. Et c'est vrai que les journaux intimes, les correspondances, tout ce qui s'est écrit par les uns ou par les autres, du bon ou du mauvais côté pendant ces années-là, m'a toujours passionné. Et donc, ces 40 ans de lecture, jusqu'au dernier, les inédits de Céline, retrouvés récemment. On est en 77, je ne sais plus. J'ai 20 ans. Je viens de rentrer aux Nouvelles littéraires. Tout le monde a oublié, mais les Nouvelles littéraires étaient un hebdomadaire culturel et scientifique hebdomadaire. Aujourd'hui, on ne vend plus un journal. Vous imaginez ce que ça voulait dire de faire un journal. Et donc, pour moi qui sortais de la cagne d'une maîtrise de philo, tout d'un coup, entrer dans le journal, c'était avoir le sentiment de prolonger un peu ce que j'étais, sans être trop infidèle à ma formation et à mes idées. Donc, je rentre aux Nouvelles littéraires et je passe des vacances sur l'île de Noirmoutier et je reçois un coup de téléphone de François Gibault, qui est l'avocat de Lucette Détouche et qui venait de publier la biographie en 3 volumes de Louis-Ferdinand Céline. Et il m'appelle pour me dire « Je sais que vous êtes sur l'île. Si vous voulez rencontrer Lucette Détouche,
qui ne donnait aucun entretien, aucun déjà. Venez à l'autre bout de l'île, puis vous allez pouvoir l'interviewer pour les nouvelles littéraires. J'appelle mon rédacteur en chef de l'époque, qui était Jean-Marie Borzec, c'est un homme merveilleux. Je lui dis, on me propose de rencontrer la veuve de Céline. Foncez, Jérôme, foncez. Donc je fonce, je prends mon Solex, autant dire j'allais très vite, et je traverse en Solex jusqu'au bout de l'île, et j'arrive, une petite maison donc de François Gibault, et je vois allongé sur une chaise longue, on aurait dit une déesse égyptienne, Lucette Détouche, qui recevait. Donc j'ai fait, en fait, la vérité, l'entretien à la fois Lucette Détouche et François Gibault, parce qu'elle parlait un peu sous son contrôle, et bon. Et lui voulait profiter de ça pour qu'on parle de sa biographie de Céline. Et donc je fais un entretien, voilà. Bon, bref, peu à peu. Les années passent, évidemment. Mais je n'avais jamais oublié cet entretien. Et puis au moment d'écrire ce livre, je me dis, tiens, mais il faut que je ressorte cet entretien. Et je le relis, donc 77, et je me dis, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que, évidemment, j'ai la chance de les interviewer, d'interviewer Lucette Détouche, et bon, je pose bien une question ou deux sur l'antisémitisme de Céline. Mais pourquoi je l'ai reproduit exactement tel qu'il a paru ? C'est parce que je trouve qu'il est d'une candeur incroyable. Je ne pourrais pas aujourd'hui. Si j'avais dû plus tard faire cet entretien, je me rends compte que est-ce que c'est l'époque ? Est-ce que c'est ma jeunesse ? Peut-être. Est-ce que c'est l'époque où on acceptait beaucoup plus facilement de ne pas convoquer certains fantômes les plus noirs ? Toujours est-il que, évidemment, j'ai voulu aussi le republier comme une preuve du garçon que j'étais, qui était un garçon de 20 ans qui sortait encore une fois de ses études en considérant que, évidemment, il fallait être contre Sainte-Beuve et être proustien jusqu'au bout et ne jamais, ce qui était vrai d'ailleurs dans mon cas, je lisais tout Claudel, tout Giraudoux à 17 ans, 18 ans, sans me soucier de savoir que Claudel avait fait une ode mémorable au maréchal Pétain ou que Giraudoux n'avait pas été le plus grand résistant pendant l'occupation, etc. Je me foutais en fait des vies, pas des idées, mais des vies, d'où parlent les écrivains. Je voulais que les œuvres. Et c'est vrai que ces années Mitterrand qui m'ont fait changer quand j'ai découvert la réalité. Et même encore aujourd'hui, en reprenant des phrases de la correspondance entre, par exemple, Chardonne et Morand, qui sont dans le domaine de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie, d'une violence, mais inimaginable. Je me dis aussi, de temps en temps, en lisant certaines de ces phrases, j'en entends aussi, moi aussi, un peu aujourd'hui, ici ou là. Tout a changé, le contexte. Mais il y a des propos inaudibles qu'on entend à nouveau. Il y a des idées sournoises que je sens revenir ici ou là. Je ne veux surtout faire aucun parallélisme qui serait odieux pour ceux qui ont vécu l'époque de l'occupation. Il n'empêche que, vous voyez, je clame depuis 30 ans mon amour, ma passion pour Jean Prévost, mais quand je relis chez lui, qui était un écrivain socialiste formé par le philosophe Alain, quand je lis sous la plume et répété de Jean Prévost, qui est mort pour ses idées et qui est mort sans abdiquer sa passion pour l'Allemagne, comme Jacques Decour, jusqu'au bout, ils ont fait la distinction entre l'Allemagne de Goethe, de Heine et l'Allemagne nazie. Mais quand je lis sous la plume de Jean Prévost qu'il veut toute sa vie, qui sera courte, défendre violemment des idées modérées, qui est exactement ce qui est devenu ma propre devise, je me dis qu'un écrivain tué par les Allemands qui veut défendre violemment des idées modérées, cette phrase-là, rien que cette phrase-là, j'aimerais un jour pouvoir prendre un micro et la lancer à la tête du Palais Bourbon de 2024. Défendre violemment des idées modérées, ça a un sens exact, politique, idéologique pour moi aujourd'hui. Jacques Lucéran, l'auteur de Et la lumière fut, pour moi, est un écrivain d'une totale actualité. Quand j'ai publié le portrait de Lucéran, de ce jeune résistant aveugle qui avait survécu miraculeusement à Buchenwald, ces jours qu'il raconte dans Et la lumière fut, puisque c'est quand même la traversée d'un camp de la mort, par quelqu'un qui ne voit pas. Comment dire, c'est l'enfer tel qu'il le sent, tel qu'il l'entend, mais il ne le voit pas. Et la lumière fut, qui était un choc de lecture incroyable. J'avais l'impression, quand je lisais ce texte, que je lisais du braille. Enfin, il y avait quelque chose qui était bouleversant. Bref, mon livre, qui s'appelle Le Voyant, a paru au moment des attentats de Paris. Exactement ce jour-là.
Et vous n'imaginez pas combien de lettres j'ai reçues de lecteurs, du voyant, me disant, après, s'il a eu la force, alors qu'il était aveugle, totalement aveugle, depuis ses 8 ans, de résister d'abord à l'occupant nazi, mais ensuite à l'horreur et à l'enfer de Buchenwald. Eh ben nous aussi, il faut qu'on tienne devant la vague. Dans votre livre, vous citez une phrase que j'avais trouvée extraordinaire. La première lettre qu'il écrit à ses parents après la libération du camp, il leur dit « J'ai appris ici à aimer la vie ». Ça, c'était Lucéran, de la même manière que, et certains d'ailleurs aveugles ont jugé que c'était presque parfois un peu trop, mais il disait même que pour lui, ne pas voir était un privilège. Que sa vue intérieure, en même temps quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui sur les murs, on peut le comprendre, qu'il voyait mieux et plus. Mais vous savez, quand il a créé à 17 ans les Volontaires de la Liberté, donc le premier mouvement de résistance lycéen, et donc il l'a créé et commandé, c'est parce que c'est sa cécité qui lui permettait de bien juger ceux qu'il allait enrôler dans le mouvement. Parce qu'il disait, rien qu'à leur voix, au timbre de la voix, aux intonations, je peux vous dire lequel de ces garçons va devenir courageux, lequel va être lâche, lequel va aller jusqu'au bout de son engagement, lequel va démissionner avant. Petite histoire d'ailleurs qui est hallucinante. Tant qu'à avoir le micro, je le garde. Hein. Lucéran donc est en Cagne à Henri IV, quand la guerre éclate et que le pays est occupé. Il veut se présenter à l'école normale supérieure. Il veut enseigner. Il veut être prof. Il a une culture phénoménale et donc il va se présenter rue d'Ulm au concours de l'école normale supérieure. On est en 41. Il est assis avec tous ses camarades des autres lycées parisiens. L'appariteur vient le prendre par le bras et Manu Militari le fait sortir de la salle en lui disant vous ne pouvez pas vous présenter au concours de normale supérieure. Pourquoi, répond Jacques Lucéran. Et l'appariteur lui montre un décret qu'évidemment le pauvre Jacques ne peut pas lire, puisqu'il est aveugle, décret de Vichy, signé par Jérôme Carcopino, grand latiniste, grand professeur que vous connaissez, j'imagine, Jacques. Carcopino avait donc signé ce décret de Vichy interdisant aux handicapés de se présenter à des concours de la fonction publique. Pas que l'enseignement, mais tout. Et donc il est extrait, et ce qui, en même temps, a fait qu'il s'est consacré à 100%, il avait 17 ans, à la résistance. Il est donc, je le disais, dénoncé, arrêté par la Gestapo, incarcéré à Fresnes, déporté à Buchenwald, et il sort vivant, au moment de la libération du camp par les Américains, il sort vivant de Buchenwald et il revient en France. Après avoir écrit cette phrase absolument admirable, c'est ici, dans sa lettre, que j'ai appris à aimer la vie. Il fallait comprendre, évidemment, c'est ici que j'ai appris à résister à la mort. Et il en était la preuve vivante. Il rentre en France. Et il dit, je vais à nouveau enseigner. C'est ça, je veux être prof. Je veux faire passer aux autres mon amour de la littérature, de la philosophie, de la poésie. Et on lui dit, ah non, pas possible. Il y a un décret qui empêche aux handicapés, tous les handicapés, de se présenter à un concours de la fonction publique. Je passe, voilà, et donc il va partir pour les États-Unis. Il va devenir un professeur charismatique dans plusieurs universités américaines, où son livre traduit, Et la lumière fut, aux États-Unis, va devenir un tel succès que des cinéastes vont vouloir, notamment Martin Scorsese, l'adapter, le porter à l'écran. Et il est mort en revenant en vacances en France sur une route d'Anjou, où sa femme conduisait, peu importe. La suite est terrible. Je publie Le Voyant. Et je suis un jour invité par François Hollande à l'Élysée au moment des cérémonies du 11 novembre pour parler à des lycéens de cette période-là. Donc j'y vais, et puis je vois arriver vers moi, après la réunion à l'Élysée, je vois arriver Najat Vallaud-Belkacem, qui était la ministre de l'Éducation à l'époque, qui me dit, que je ne connaissais pas, j'ai lu il y a quelques semaines votre livre, et j'ai eu un choc, évidemment, en apprenant quel avait été le destin scolaire, universitaire de Lucéran. Et donc je vais faire des recherches par les services de l'Éducation nationale. Tellement c'était aberrant qu'on ait en 1945 empêché un intellectuel déporté de Buchenwald de se présenter à ce concours. Et elle me dit, tenez-vous bien, mon enquête interne a montré qu'en fait, ce décret de Vichy a été appliqué jusqu'au début des années 60. C'est-à-dire que dans ce pays, dans notre pays, donc ne parlons pas ensuite de période révolue, de passé. Non, le passé nous poursuit parfois. Dans cette affaire-là, j'en parle parce que c'est peut-être la chose qui m'a le plus frappé, c'est que finalement,
on a vécu longtemps après la libération dans une prolongation, des prolongations pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur quand ça libérait les consciences, le pire quand les choses continuaient à croupir. Et cette histoire-là, d'abord, elle nous a privés, nous, la France, d'un professeur dont on parlerait encore aujourd'hui, et tant mieux pour les Américains. Mais en revanche, que personne dans ces pays ait pensé à abroger toute une série de décrets qui viennent de l'État de Vichy et pas de la République française est quelque chose d'absolument hallucinant et d'aberrant. Donc voilà, c'était une parenthèse, mais elle me paraît quand même assez édifiante. Sur Lucéran, il y a une scène très belle également dans votre livre qui se passe à Buchenwald. Les prisonniers manquent de livres et Lucéran a l'idée de monter sur une chaise et de déclamer les poèmes qu'il connaît par cœur et d'appeler ses camarades prisonniers à faire de même. Et donc, à défaut de livres, on puise dans la mémoire de ce qu'on a lu, de ce qu'on a appris. Et lui avait une mémoire d'aveugle, c'est-à-dire qu'il connaissait par cœur. C'est-à-dire dans ses cours aux États-Unis, il pouvait dire tous les poèmes de Baudelaire qu'il connaissait par cœur. Et dans les camps, parfois il montait sur une petite caisse. Dans les camps, on lui volait tout. Comme il était aveugle, il a eu la protection assez vite de certains déportés russes qui l'ont protégé. Parce qu'en plus, il était polyglotte, mais sinon, on lui piquait tout. Et de temps en temps, effectivement, il montait et disait de la poésie à Buchenwald. Jérôme Garcin à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 22 novembre 2024 autour de la parution chez Gallimard de son livre « Des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation ». Dans votre livre, on est sur cette alternance en fait entre des chapitres sur les figures de la honte et d'autres sur les figures lumineuses comme Lucéran. Dans les figures de la honte, celui pour lequel vous êtes peut-être le plus sévère, c'est Brasillac. Vous parlez à son propos d'un orgasme du mouchard qu'on trouve dans ces textes de délation. Alors vous regrettez son exécution en disant que ça en a fait un martyr. D'abord, je n'ai pas à la regretter. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il ne fallait pas le fusiller. Je pense qu'il fallait lui demander des comptes, mais pas le fusiller. L'argument parfaitement recevable du général de Gaulle, qui a refusé la grâce, était de dire un intellectuel a encore plus de responsabilité qu'un autre. Pas pourquoi on fusillerait des collaborateurs et qu'on épargnerait ceux dont le pouvoir des mots est peut-être plus grand que chez les autres, c'est-à-dire les intellectuels et les écrivains. C'était l'argument qu'il avait opposé. Brasillac, c'est typique, qui a fait quelques très bonnes anthologies, quelques textes intéressants comme Notre avant-guerre. Le romancier n'a aucun intérêt. Et je ne vois pas pourquoi on le mettrait sur le même rang que Céline ou que quelques autres écrivains. L'attitude de Brasillac a été ignominieuse de bout en bout. Avant-guerre, il était déjà un préfasciste dans l'âme. Avec la collaboration, il a montré jusqu'où pouvait aller la délation. Et encore une fois, les écrivains ont souvent écrit des horreurs, ces écrivains-là, français, dans La Gerbe, dans Je suis partout et ailleurs, mais lui a poussé ça avec un zèle qui est absolument hallucinant, sans jamais revenir, même au moment du procès, sans exprimer le moindre remords, le moindre regret, enfin voilà. Et Brasillac faisait partie du voyage d'automne. Donc, ce voyage d'automne, c'est donc 41. Octobre 41, Goebbels a le bon goût d'inviter ceux qui étaient les écrivains en vue de l'époque, qui étaient évidemment tous des pro-nazis, à une sorte de congrès à Weimar international de littérature pour chanter sous l'aigle nazi la gloire de Hitler, plus visite de la maison de Goethe, voyage sur le Rhin, enfin bon, tout ça, tout frais payé évidemment. Et au retour, Chardon a toujours dit qu'il y allait pour des raisons sentimentales et pas pour des raisons idéologiques, parce qu'il était amoureux de LR. Joindeau, qui avait en 1937 publié Le Péril juif. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un voyage d'amour? Donc il y avait Joindeau, il y avait Brasillac, il y avait Trieux-La Rochelle, bien sûr, qui va devenir le patron de la NRF sous le régime nazi. Il y avait André Fregnault, Ramon Fernandez, donc. Et donc, ils sont revenus, et dans tous ces journaux, La Gerbe, Je suis partout ailleurs, ils ont fait l'apologie du régime de Hitler, etc.
Et il y a une anecdote que j'avais trouvée dans le livre de François Dufay, remarquable livre, et que j'ai repris, c'est-à-dire que Chardon, retour de Weimar, fait donc son texte, mais avant, va à Vichy pour aller raconter au maréchal Pétain à quel point l'Allemagne était belle sous le régime nazi. Et il y a une note du chef de cabinet du maréchal Pétain le lendemain en disant que c'était quand même un peu trop. Même le maréchal Pétain a douté du discours de Chardon. Il n'y avait pas dans ce voyage Paul Morand, parce qu'il était occupé à d'autres choses. Il était ambassadeur de Vichy en Roumanie, à Bucarest. Mais c'est quand même un exemple hallucinant de servilité, d'obséquiosité devant des assassins. Mais en plus, la manière dont... Parce que moi, j'ai relu tous les textes qu'ils ont écrits après. J'en parle pas là parce que c'est... tous les textes qu'ils ont écrits en revenant, dans les articles, pardon. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Plus qu'ils sont à quelques encablures du camp de Buchenwald. Qui est et en plus, ils sont à quelques encablures du camp d'où sortent les fumées noires qu'on sait. Dans cette alternance, donc, il y a les figures de la honte, il y a les figures lumineuses, on a parlé de Lucéran. Vous revenez aussi sur Jean Prévost. Et ce qui est intéressant aussi dans ces portraits, c'est un peu les préparations à ce qui va être les destins des uns et des autres. Et vous évoquez 2 romans de Jean Prévost des années 30 qui sont assez intéressants pour voir la formation politique du personnage, celle sur la plaie et la chasse du matin. C'était un homme multiple, tout le passionnait. Son premier livre, d'ailleurs en juin dernier, j'ai inauguré à rue d'Ulm le gymnase. C'est un ancien de l'école normale supérieure. Le gymnase qui porte maintenant le nom de Jean Prévost depuis juin 2024. Son premier livre, ça s'appelait Plaisir des sports. C'était un livre révolutionnaire. Il faisait l'éloge du jogging. C'est la fin des années 20. Hein. Passionné par le sport. Il était boxeur. Il avait même, dans un match homérique dans la rue de l'Odéon, dans la librairie d'Adrienne Monnier, il avait même cassé le pouce d'Hemingway, avec qui il aimait le sport, l'architecture, le cinéma, la vie quotidienne. Il aimait tout. Enfin, il était passionné par tout. Passionné par tout, et évidemment, par la littérature, par Stendhal en particulier, d'où sa thèse sur la création chez Stendhal. Et tout en étant chroniqueur à la NRF, romancier, les frères Bouquincan, il écrivait dans les journaux. Il avait une force de travail absolument surhumaine. Et quand il est parti donc pour le Vercors, pour résister dans le Vercors, donc il se battait avec ses hommes toute la journée, fusil mitrailleur au poing. Et le soir, quand la nuit commençait à tomber, il allait sous sa tente et il écrivait ce qui va être son dernier texte sur sa petite machine à écrire portative, un texte sur Baudelaire qu'on a retrouvé près de la tente, enfoui dans la terre. Et l'image de cet écrivain combattant qui, jusqu'au bout, va non seulement se battre, mais aussi continuer à faire l'éloge du poète Baudelaire, je trouve que c'est absolument une image magnifique. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé à faire connaître mieux Jean Prévost. 30 ans après, je me rends compte qu'on ne le lit pas assez, alors que Jacques Lucéran, dont j'ai fait rééditer notamment en folio Et la lumière fut et Le monde commence aujourd'hui, en revanche, a trouvé des lecteurs que peut-être sans ce travail-là, il n'aurait pas eu. Mais Jean Prévost, c'est un combat que je continue aussi à... Je vous disais que c'était un lien entre tous mes livres, mais c'est un peu aussi le lien entre tous les moments de ma vie, quoi. Essayer d'être un passeur pour faire qu'on n'oublie pas Jean Prévost, qu'on n'oublie pas Jacques Lucéran, Jacques Decour, figure admirable. Jacques Decour, qui est ce professeur du lycée Rollin, qui va devenir le lycée Jacques Decour à Paris ensuite, après ça fusillé dans la fleur de l'âge, résistant évidemment, fusillé par les Allemands au Mont-Valérien, et qui, avant de mourir, écrit cette lettre, mais a pleuré à ses parents en disant qu'il est fier de mourir pour ce qu'il a fait, mais qui demande surtout à ses parents de demander à son successeur du lycée Rollin de bien lire à ses élèves la fin d'une pièce de Goethe. C'est-à-dire que jusqu'au bout et avant d'être fusillé, ce jeune professeur et écrivain remarquable, entre parenthèses, va plaider pour l'Allemagne qu'il aime, pour l'Allemagne qu'il ne veut pas voir écrasée par l'Allemagne qui est en train de le tuer. C'est quelque chose d'absolument admirable pour moi. Qui avait écrit un roman sur ce basculement qui est formidable. Vers le nazisme, qui est aussi incroyable. Un texte très précoce dans la compréhension. Voilà, il ne faut pas lire que les écrivains collabos, il faut aussi lire Félix Terbois. Mais vous voyez, pour la petite histoire aussi, il y a 2 ans, on a donc ressorti ces inédits retrouvés. On va pas revenir sur l'histoire de Céline. Le premier était Guerre, bouquin passionnant,
j'ai inscrit guère au programme du Masque et la Plume. Ça, j'oublierai jamais. Hein. Les critiques, et c'est normal, les critiques, bon, on en dit du bien ce soir-là, mais l'avalanche de mails que j'ai reçus le lendemain, en disant, vous n'avez pas honte, Monsieur Garcin, d'inscrire un livre, fut-il inédit, d'un antisémite notoire, au programme d'une émission du service public. Et je dis non, pour moi, le service public, c'est de parler des livres et de dire si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien, mais c'est d'en parler. Donc il y avait quand même des choses qui ne passaient pas encore, il y a 2 ans, sur l'idée que on peut discuter d'un texte de Céline. Ça m'a beaucoup frappé, ça, à ce moment-là. Alors, à côté des portraits individuels, vous avez aussi des binômes. Vous associez dans certains chapitres 2 figures. Vous le faites du côté des collabos avec la correspondance de Morand et Chardonne. Vous le faites aussi du côté des résistants avec Pollan et Guéhenno. Ces chapitres à binôme, ils ont quels objectifs Mais encore une fois, je vous le disais, je ne suis pas historien, je suis lecteur. Et quand je fais des couples, c'est parce que je me suis fondé sur une correspondance. La correspondance Pollan-Guéhenno, elle est passionnante parce qu'elle montre ce que c'est que de résister intellectuellement. La correspondance Chardonne-Morand, elle est hallucinante parce que, encore une fois, elle est presque illisible tellement elle est ignominieuse dans son propos. Et en plus, on voit que si Chardonne va évoluer, Morand, lui, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il n'aura jamais, tout en prétendant entrer à l'Académie française, il n'aura jamais eu le moindre regret et qu'il aura continué à prononcer ces phrases antisémites, racistes, homophobes jusqu'à son dernier. Mais ce qui est fascinant dans cette correspondance abjecte, c'est que les deux, Chardonne comme Morand, entre parenthèses, remarquable écrivain, vous voyez comme quoi c'est compliqué la vie. Il n'a pas de morale, mais il a du style. Que ces deux-là faisaient dactylographier leurs lettres depuis le début parce qu'ils avaient dit il faudra que ça paraisse après l'an 2000, donc après leur mort. C'est-à-dire que ces horreurs-là, ils se les envoyaient en sachant qu'ils allaient un jour les rendre publiques. C'est un degré de perversité. Je savais, comme dit Guéhenno, c'est pas la plus belle espèce humaine, mais à ce degré d'ignominie et de perversité, et donc ils se sont pendant 3 volumes, c'est des milliers de lettres, de pages et de lettres. Ils voulaient que ça soit publié tel quel, sans retouche. Le chapitre s'appelle Les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel, oui. Ouais. Guéhenno et Pollan, c'est aussi assez émouvant parce qu'on voit toute la fragilité de Guéhenno, qui est cet intellectuel de première génération. Qui doutait beaucoup. Qui doute beaucoup de lui-même, moins sophistiqué que ne l'est Pollan. Une forte amitié entre eux, mais 2 tempéraments différents. Et Guéhenno, qu'on ne lit quasiment plus, vient de paraître d'ailleurs chez un petit éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle en Bretagne La Part Commune. Je suis en train de finir de le lire. La correspondance entre Genevoix et Guéhenno, qui est passionnante. Parce que là, pour le coup, ce sont 2 écrivains qui étaient des frères d'armes de la Grande Guerre, la première. Ne repartons pas en 14, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a un écrivain aussi que vous évoquez à la fin du livre, qui lui aussi fait partie de ces oubliés, mais auquel moi je suis attaché, c'est Jules Roy. Et vous rappelez, vous l'avez visité, avisonné. Voilà encore un parcours à la fin de sa vie. qui n'est pas clair, parce qu'il a été Julius, à qui j'allais rendre visite à Vézelay, et c'était un militaire, un pur militaire, un officier. Il a fait le choix de respecter et d'obéir au maréchal Pétain avant de verser. Il avait même écrit un petit livre qui s'appelait La France sauvée par Pétain. Exactement. Il n'avait pas signé. Sa hiérarchie ne lui avait pas permis de faire apparaître le nom sur la couverture, donc ça lui a peut-être évité quelques années. Après, il a versé dans la RAF et il a bombardé avec ses appareils l'Allemagne. Et l'obsession de Julius, ça je n'oublierai jamais, parce que j'allais le voir à Vézelay, où il avait assisté avec bonheur à l'enregistrement à la basilique de Vézelay des suites de Bach par Rostropovitch. Alors ça l'avait rendu fou. En même temps, il allait voir Serge Gainsbourg à l'Espérance, le restaurant juste en dessous. Bref. Et l'obsession de Julius, c'était en 1944, il a commencé ses vols sur l'Allemagne, et c'est un fantasme qui a continué à l'obséder, c'était d'avoir bombardé la tombe de Jean-Sébastien Bach. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs. Je dis, il ne faut pas me donner un micro. Il y a un écrivain qui apparaît peu, il est cité quelquefois, ça m'a un peu surpris qu'il n'y en ait pas plus le concernant, c'est Louis Aragon. Attendez, ce livre, encore une fois, il est plein de manques et je suis déjà en train de faire la liste de tout ce que je vais ajouter. Et c'est vrai en plus. Rien que dans le numéro de la NRF de ce mois-ci, j'ai publié
un chapitre manquant sur un poète paysan du Limousin résistant que j'aime beaucoup, qui est Henri Nano. Je voudrais ajouter évidemment Aragon, ajouter René Char, que j'allais voir très souvent à l'île sur la Sorgue, le capitaine Alexandre, qui a eu un rôle fondamental. Pourquoi est-ce que je l'ai oublié? Je ne sais pas. Pas oublié. Donc oui, il y a plein de... On prévoit déjà de faire une autre édition en poche où il y aura tous ces chapitres manquants. Je ne suis ni historien ni exhaustif. Vous voyez? Donc j'ai tous les torts. Certains de ces écrivains collabos arrivent à avoir par la suite une deuxième carrière, comme Céline, pratiquant aujourd'hui être patrimonialisé. Il est au programme des concours de l'éducation, il est un Pléiade. Est-ce que les éditeurs aussi n'ont pas joué un rôle dans ces processus? Mais moi, ça me vous montrez que Céline maltraite Gaston Gallimard. J'ai adoré cette Achille correspondance. Bretin, cette correspondance d'épicier. Oui, mais en même temps, encore, c'est gentil. Ça, y a Gaston pire. Gallimard lui rend un très grand service. Gallimard n'était pas un imbécile. Il savait qu'il fallait recevoir les insultes quotidiennes de Céline, insultes épistolaires, pour mériter d'être son éditeur. Les éditeurs, mais encore une fois, tant mieux s'ils puissent. Mais même, encore une fois, il y a du bon, il y a du moins bon Rebattet. Tant mieux si on réédite Rebattet. Il y a tout ce débat à propos des pamphlets, d'ailleurs, de Céline. Hein. Ça n'a pas été réédité. Et en même temps, regardez, vous voyez, il y a quelques années, on a fait grand cas de la publication chez Fayard, quand elle n'appartenait pas encore à M. Bolloré, chez Fayard, la publication de Mein Kampf. Vous vous souvenez? Il y a tout un débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'opposer à la publication d'un texte qui explique une partie de... Bon, ça a été un bide. Ça n'a pas été du tout ce que certains pouvaient craindre. Bon. Donc, les éditeurs, ils jouent un rôle, oui. Mais moi, encore une fois, je ne veux pas les empêcher, surtout pas, de publier X ou Y. Mais je ne veux pas, en revanche, qu'ils oublient de publier la création chez Stendhal, ce qui était le cas il y a 30 ans de Jean Prévost, ou qu'ils oublient de rééditer La Lumière fut, ou qu'ils oublient de rééditer Félix Terburg, qui a reparu chez Alia avant l'été de Jacques Decour. C'est là où je les attends. Pour le reste, s'ils veulent publier tous les romans à l'eau de rose de Brasillac, pourquoi pas? C'est l'oubli qui me choque, c'est pas le contraire. Sur les pamphlets, il y a deux points de vue. Anne Simonin disait qu'elle était très réservée sur le fait de le ressortir comme un livre qu'on vendrait en librairie. Des pamphlets de Céline. Ah oui. Parce qu'on y rajoute une valeur économique, on lui redonne une valeur. Pascal Horry disait si on ne le réédite pas, c'est qu'on considère qu'il a gagné la partie, qu'il est trop fort pour qu'on le réédite. Vous êtes plutôt sur cette... Oui, je pense que la question des pamphlets antisémites de Céline, elle tombe mal. Hein. Ça ne me paraît pas être le meilleur moment. Je ne sais pas qu'il y a des périodes plus cool, mais enfin, là, on est quand même... Oui, non, c'est pas le moment. On va peut-être donner la parole à la salle. Je pense que vous avez tous des questions à poser. Une question. Bonjour, madame. Vous ne parlez pas d'Albert Camus, qui a été un écrivain résistant. Il fait partie, il est sur la liste, il est sur la liste de mes repentances, de l'édition augmentée. Encore une fois, j'ai dit, il y a Camus, il y a Char, il y en a d'autres aussi, hein, même Paul Nizan. Vous allez rajouter dans vos repentirs Giono, vous allez en parler. Alors là, c'est la bonne question. Celui-là. Moi, Giono, j'ai deux idoles. Hein. C'est Colette et Giono. Ce sont les deux écrivains selon mon cœur, selon mon style. Giono, j'avais prévu de l'ajouter aussi. Je trouve qu'il a été vraiment très injustement condamné à la prison. Il faut rappeler qu'il faisait partie de ceux qui étaient pacifistes, comme l'était d'ailleurs Jean Prévost avant. Il était jaurétien et pacifique. Et Giono a été condamné à la prison. Il a écrit un texte, dans mon souvenir, dans La Gerbe, qui était un texte, pour le coup, pas du tout engagé, etc. Et on lui a fait payer, évidemment. Il fait partie des victimes collatérales de cette période. Mais dans ce chapitre-là, je le réhabiliterai sur ce qu'il a vécu à ce moment-là et qui l'a terriblement affecté. Il n'a jamais collaboré. Il a été pacifiste jusqu'au bout. Il a écrit dans des journaux collaborateurs, comme La Gerbe, mais il n'a pas collaboré. Il n'a jamais collaboré. Merci Jérôme Garcin de dire ces mots, parce que je pense que malgré tout, il faut encore les répéter. Giono n'a pas collaboré. Et on voit encore aujourd'hui réapparaître dans la presse, ici ou là. Giono, je l'ai vu apparaître, absolument. Voilà. Et effectivement, il n'a publié dans La Gerbe qu'un roman. C'est un roman, voilà, Les Deux Cavaliers de l'Orage, qui était un roman publié par épisode, pour lequel
qu'il avait déjà vendu à Alphonse de Chateaubriand au début de la guerre, parce qu'il fallait qu'il vive aussi. C'était un écrivain qui vivait de sa plume. Effectivement, la gerbe a très mal évolué. Bon, elle était déjà pas terrible au départ, mais sa dimension elle collaborationniste. Bien son nom, oui. Voilà, exactement. Mais bon, elle est devenue de plus en plus collaborationniste. Mais Giono était engagé avec Alphonse de Chateaubriand, et donc son texte est paru par épisode, et effectivement, ça lui a beaucoup nui. Un autre point que je voudrais souligner, c'est que Giono n'a pas été exactement condamné à la prison, il a été emprisonné effectivement à la Libération, absolument. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'il a été emprisonné à l'initiative de chefs de la résistance qui savaient qu'il n'était pas collaborateur, mais qui avaient peur qu'il soit maltraité, voire assassiné tout simplement au moment de l'épuration, puisqu'il y a des gens, en particulier à Manosque, dans sa ville natale, qui voulaient lui faire la peau. Et donc, il a été mis à l'abri, en fait, et il est resté en prison jusqu'à ce que les esprits se calment. Donc ça, c'est des choses qui sont établies aujourd'hui. Voilà. Donc merci d'avoir fait ce rappel. Merci à vous. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre nom ? Oui, Jean-Yves Lorichès. Ah ben oui, c'est bien sûr, effectivement. Je ne pensais pas tomber sur le spécialiste de Giono à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais avoir votre sentiment sur le sort réservé à Marcel Aimé. Est-ce que vous êtes le spécialiste de Marcel Aimé ? J'ai une chance folle aujourd'hui. Non, je connais pas très bien. Je sais que ça a été. Alors moi, je sais qu'il a écrit dans Je suis partout que c'était des articles qui étaient pour le coup très ironiques. Alors je suis pas spécialiste de Marcel Aimé. Je suis enseignant. J'ai fait de l'accompagnement pédagogique pour Gallimard et en particulier pour proposer des titres. Et j'avais eu le projet de faire une anthologie à Marcel Aimé. Et mon éditrice m'avait répondu : vous n'y pensez pas. Il a été mis à l'index de l'éducation nationale. Les profs veulent pas le lire, et donc moi je voulais savoir si... Non mais c'est sérieux ? Oui, sérieux. Le passe-muraille est à... Alors, en tout cas, c'est plus du tout étudié, c'est plus du tout... Ah oui, ça l'éditrice m'avait dit, ce projet ne va pas se faire parce que le livre n'a pas de chance de se vendre. Franchement, je ne suis pas compétent. Il a été inquiété à la Libération, Marcel Aimé, ou... Est-ce qu'il était sur la liste noire, la fameuse ? Ça, je ne suis pas du tout spécialiste. C'est simplement, c'est un écrivain que j'apprécie particulièrement. Et son sort m'intéresse. Je voulais savoir si parmi toute cette galaxie d'écrivains français... J'ai tellement à ajouter encore que si j'ajoute Marcel Aimé, là... je ne suis pas compétent. Mais enfin, ça me surprend quand même, qu'il soit biffé de... Il y a une nouvelle très intéressante de Marcel Aimé qui s'appelle La file d'attente, où il raconte une file d'attente dans un magasin, donc au temps des restrictions et des tickets, et chacun se plaint de ses problèmes. Et la dernière phrase de cette liste de plaintes, c'est « Et moi, dit le juif, je suis juif ». Simplement pour ajouter une chose sur Marcel Aimé, c'est la vision qu'il a eue de la résistance, la vision qu'il a eue de la France pendant la guerre était une vision qui n'était pas très... glorieuse, et ses romans comme Uranus par exemple donnent une image globalement négative, très noire. Merci Jacques, merci Jérôme Garcin. Alors rapidement sur Marcel Aimé, il n'est pas sur la liste noire du Comité national des écrivains de lettres françaises, mais il est passé devant un comité d'épuration professionnelle, donc c'est une justice mise en place par l'État, mais qui n'est pas juridique en quelque sorte, c'est pas un tribunal à proprement parler, et c'est pour ses scénarios, pour la Continentale en fait. C'est pas pour ses articles. Et par contre, je suis navré, mais je ne sais plus s'il a été condamné ou pas. Mais lui a gardé beaucoup d'aigreur à ce sujet. Il a fait une petite pièce de théâtre qui dénonce l'épuration, qui a quelque chose comme le coupeur de tête ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le titre, mais donc c'est une petite pièce de théâtre. Et moi, j'avais une question par rapport à votre ouvrage. Du coup, on parle en quelque sorte de l'actualisation ou non de ces personnes. Je vais raconter une petite anecdote et je vais venir à la question. Au musée Rodin, à Paris. Au musée Rodin, c'est ça ? Au musée Rodin, oui, à Paris. Dans les espaces administratifs, il y a les portraits de tous les directeurs du musée. Et il y en a un qui s'appelle Georges Grappe et qui a dirigé le musée des années 20 à 1945. Ce n'est pas anodin que ça soit 1945 parce qu'il a fait l'éloge de Arnaud Breker et il dirigeait la section Beaux-Arts du groupe Collaboration de Alphonse de Chateaubriand dont on vient de parler. Et le musée Rodin, au moment de restaurer ses tableaux, s'est posé la question de garder ou pas le portrait de Georges Grappe, qui a fait par contre énormément de choses pour le musée Rodin. C'est-à-dire qu'il a mis l'électricité au musée, il a fait le roulement des dessins, et c'est le directeur le plus long du musée Rodin. Donc il y a cet embarras pour le portrait de Georges Grappe, et là aussi je suis navré en fait de ce genre d'anecdote, parce que je n'ai pas la chute non plus, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais je sais en tout cas que ça les a mis dans l'embarras. Et donc j'en arrive à ma question. Vous savez par contre qu'on a retiré, vous le dites, le portrait de Bernard Grasset. Oui, chez Grasset. Et alors, est-ce que vous savez s'il y a eu un vrai arbitrage, si ça a été douloureux ? Dans le cas de Grasset ? Oui. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a fait. Je sais que dans ma jeunesse, quand je montais les escaliers
pour aller voir des gens chez Grasset de la rue des Saints-Pères, il y avait, pour vous accueillir, mais peut-être que Christian s'en souvient aussi, ce portrait de Bernard Grasset par Jacques-Émile Blanche. Et il y a quelques années, je monte et je ne vois plus rien. Il avait totalement disparu. Et je vais poser la question à Olivier Nora, qui est le directeur de Grasset. Je vais lui poser la question parce qu'effectivement, je ne sais pas comment. Ce que je sais, c'est qu'il a disparu. Mais voilà, là encore, dans ce livre, j'ai voulu raconter ce que personne, finalement, tout le monde avait oublié. C'est quand même qu'il a été, Bernard Grasset, peut-être l'éditeur le plus collaborationniste qui soit. C'est lui qui a publié les principes d'action d'Adolf Hitler. C'est lui qui a voulu, dès l'occupation, faire déménager sa maison de la rue des Saints-Pères jusqu'à Vichy, qui a écrit des articles et des éditoriaux très pro-nazis dans la presse française. Il est mort fou, mais il a aussi vécu un peu à côté de ses pompes. Il était mégalomane, il était l'éditeur de beaucoup de grands écrivains. Il était l'inventeur de la promotion littéraire. C'est lui qui avait, avec Raymond Radiguet, inventé le premier clip littéraire, par exemple. Très mégalomane, très très ambitieux. Il rêvait que sur les livres, en fait, il est marqué un livre de Bernard Grasset, écrit par Jean Giraudoux ou écrit par François Mauriac. Et puis les auteurs ont refusé. Et lui, en revanche, a été condamné. Alors, je ne sais plus à quelle peine, je le raconte dans le livre. Bon. Effectivement, le portrait du fondateur de la maison, qui s'appelle toujours Bernard Grasset, a disparu. Mais c'est une bonne question. Je vais la poser la semaine prochaine à Olivier Nora. Merci. Moi, j'ai bien fait de venir. Hein. Qu'est-ce que j'en apprends ce soir? J'ajouterais que Bernard Grasset avait fait une réponse à Jean Zay sur la question du droit des auteurs. Je crois que c'est en 36 ou 37, oui. Une réponse dont on peut supposer qu'aussi elle était non seulement sur la question du droit des auteurs, mais peut-être aussi à Jean Zay, tel qu'était Jean Zay. D'autres questions? Vous décrivez très, très clairement le fonctionnement d'un milieu, le milieu littéraire en grande partie, et vous avez fait référence à ce voyage où Goebbels invitait des écrivains français. Est-ce qu'on voit dans d'autres pays, y compris occupés, le même phénomène de cette espèce de lâcheté collective? Alors d'abord, on a vu d'autres trains, comme celui de la honte, dans lequel montaient des artistes, des comédiens, des comédiennes. Notre cher Daniel Darieux n'a pas échappé à ce voyage. Beaucoup de peintres, de grands peintres, qui ont fait le voyage. Mais le principe du voyage promotionnel pour le régime nazi n'a été appliqué qu'en France. On peut en tirer une leçon ou une morale. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche vendredi 22 novembre 2024 avec Jérôme Garcin autour de la publication chez Gallimard de Des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation, animée par Jacques Cantier. Jérôme Garcin est aussi l'auteur de Mes fragiles en 2023, Le syndrome de Garcin en 2018 ou encore de La chute de cheval en 2013, tous parus chez Gallimard. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.